Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire dédié aux nouveautés dans la version 2017 de Revit. Alors, c'est vrai qu'au cours de cette session, je n'aborderai pas trop toutes les nouveautés relatives à la discipline MEP. Je vous laisserai consulter les documents Autodesk disponibles sur leur site à ce sujet. Donc, je vais plutôt me focaliser un peu sur toutes les nouveautés générales et majeures, plutôt orientées architecture et structure. Alors, déjà, dans cette nouvelle version, ce qui va être agréable, ça va être les performances utilisateurs qui vont être largement développées, qui vont vous permettre de manipuler plus confortablement et plus rapidement, avec une meilleure fluidité, vos modèles, quels qu'ils soient. Donc, vous agissiez sur des bâtiments, des collectifs où le niveau de détail est assez élevé, ou sur des bâtiments de plus grande envergure qui demandent de grandes ressources. Alors déjà, au niveau de l'interface utilisateur, quelles sont les petites nouveautés? Alors au niveau des vues en plan, une notion a été un petit peu approfondie, c'est celle des plages de vue. Comme c'est un thème qui n'est pas forcément facile à appréhender, Autodesk vous met à disposition désormais la possibilité d'afficher un aperçu de la notion de plage de vue. Donc vous avez niveau haut, niveau bas. Tout ceci est expliqué grâce à ce petit schéma à gauche dans cette nouvelle version. Autre nouveauté, la possibilité, lorsque vous sélectionnez un élément, d'aller jouer effectivement dans la palette de propriétés, d'aller chercher les propriétés qui sont tout en bas grâce à l'ascenseur. Et lorsque vous changez de vue, vous pouvez rester avec votre ascenseur au même stade dans la fenêtre de propriété. Donc ça vous évite à chaque fois de jouer avec l'ascenseur pour retrouver les propriétés que vous recherchez, en particulier par rapport à l'élément sélectionné. Donc ça, pareil, c'est toujours pour vous permettre un gain d'efficacité toujours plus grand. Autre petit point, la fenêtre de paramétrage des motifs est désormais dimensionnable. De cette façon, vous pouvez être plus confortable lorsque vous mettez en place ce type de motif pour vos modèles. Par ailleurs, au niveau des impressions, ici, si je vais chercher les possibilités d'impression, vous pouvez à présent envoyer l'annulation d'une liste de plans en simultané. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai que vous deviez faire plan par plan sur les versions antérieures. Désormais, si vous avez besoin d'annuler toute une liste de plans, vous pouvez faire tout d'un coup. Alors, je ne vais pas lancer l'impression ici, parce que bon, ce ne serait pas possible et inintéressant. Mais voilà au niveau de cette notion quant à l'annulation des listes de plans pour vos impressions. Concernant la modélisation elle-même, vous avez désormais la possibilité de lier semelle et poteau. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous sélectionnez un poteau dans les versions antérieures et que vous lui affectiez un décalage, imaginons que je la décale de 1,2 m, le poteau ne suivait pas. Désormais, vous pouvez sélectionner votre poteau, utiliser la fonction attacher au bas de façon à attacher le bas du poteau à la semelle que vous souhaitez décaler. Ainsi, si j'affecte de nouveau mon décalage ici dans les propriétés de la semelle, effectivement, mon poteau suit correctement. Donc ça, au niveau de la modélisation, ça vous permettra de gérer assez facilement les décalages des semelles. Une des grosses nouveautés qu'on va aborder dans cette nouvelle version, c'est celle des paramètres globaux. Alors, les paramètres globaux, ce sont en fait des paramètres que vous pouvez insérer à l'échelle du projet lui-même. C'est-à-dire que, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont manipulé les familles, vous insérez des paramètres qui vous permettent d'avoir une famille paramétrable. Ici, ça va être le même principe et vous pouvez l'affecter au projet. Donc, je vais pouvoir comme ça dimensionner, comme c'est le cas ici, un écartement entre deux portes. Je peux dimensionner l'espacement entre des fenêtres à l'échelle d'un mur et les faire varier. Il y a un ensemble de cas possibles, d'exemples possibles, d'applications que vous pourriez trouver. Alors, globalement, comment ça fonctionne? Ici, vous voyez, c'est une cote à laquelle a été affecté un libellé, exactement comme dans les familles. Ce libellé, vous allez voir qu'en fait, cette cote n'est pas une cote à proprement parler, mais bien un paramètre à cause du petit crayon qui vient à côté. De façon à savoir rapidement à l'échelle d'une vue si votre cote est une cote ou un paramètre,
vous pouvez utiliser ce petit outil afficher les contraintes dont on disposait déjà dans la version 2016 R2. Vous voyez, lorsque vous envoyez l'outil, vous avez la possibilité de visualiser tous les libellés affectés au code, donc tous les paramètres présents sur cette vue. Donc ici, les 4 jeux de portes ont été affectés d'un paramètre d'écartement. Donc je vais venir me mettre sur une petite vue 3D qui isole ces portes et la cage qui va avec. Donc elles sont toutes ici. Pour faire varier le paramètre global, j'ai une fonction qui s'appelle paramètres globaux, ici dans l'onglet gérer. Vous voyez, mon libellé écartement, je dis non pas qu'il fait 0,7 mais 0,5. Dès que je dis d'appliquer, il va correctement me recaler toutes les portes ensemble. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans cette version 2017, la possibilité de paramétrer à l'intérieur même du projet et pas seulement à l'intérieur des familles. Une autre grande nouveauté de la version 2017, c'est la fonction d'assemblage. Alors, dans cette version, vous allez pouvoir mettre en place plus facilement et de façon plus automatique et paramétrique vos assemblages. Avant, vous pouviez, par le biais de famille, par le biais de modèles in situ, lier deux éléments de structure métallique. Désormais, vous allez pouvoir créer des connexions structurelles pour les structures métalliques. Donc, comment fonctionne cette fonction, cet outil? Vous avez la possibilité de décider quels assemblages vous souhaitez charger dans le projet. Donc là, il vous répertorie, soit vous prenez toutes les connexions, soit vous prenez qu'un certain type de connexion. Vous chargez celles que vous souhaitez. Donc là, si je clique sur tous, effectivement, et que j'ajoute, je récupère toutes ces connexions dans mon projet. Il va venir les insérer. Elles sont chargées. Désormais, je peux y faire appel. Donc je vais sélectionner ici deux éléments, deux petites poutres métalliques, et dans l'onglet structure, je vais lancer ma fonction d'assemblage. Lorsque cette fonction est lancée, ça va vous faire apparaître ce petit élément. Ce petit élément est en fait le symbole de connexion générique. Donc c'est à vous ensuite, grâce au menu déroulant, de préciser quel type de connexion générique vous souhaitez employer. Donc si je souhaitais un jarret de fêtage, ici, je clique sur jarret de fêtage. Donc il va venir me la placer et la voilà, elle est disponible. Donc vous voyez, il m'a bien généré mon jarret de fêtage correctement. Donc on voit distinctement les boulons, les plats. C'est assez propre comme rendu. Donc là, ici, j'ai deux éléments. Si je me mettais dans la situation où je n'avais qu'un élément, comme c'est le cas pour ce poteau, c'est la même procédure, structure, assemblage. Il me génère une connexion générique matérialisée par le petit symbole vu précédemment et je peux aller chercher quel type de connexion générique je souhaite. Ici, un pied de poteau. Donc, vous récupérez correctement l'élément. Alors, cet élément n'est pas juste là pour la modélisation, il est paramétrique également, il est intelligent. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là, si je le sélectionne et que je vais chercher dans le ruban, ici, modifier les paramètres, je vais pouvoir gérer ce pied de poteau. Donc, je vais pouvoir gérer les dimensions de la platine, par exemple. Donc là, si je me mets en projection toutes égales et que je mets un côté de 0,1 pour la platine, pas de souci, il me déforme correctement la platine. Et c'est la même chose pour le chanfrein. Ici, type d'angle, je peux mettre un type d'angle coupé. Ici, on voit également la découpe de mon pied de poteau. Je peux changer le diamètre des boulons. J'ai la main sur énormément de points pour modifier ce pied de poteau. Vous remarquez au cours des manipulations, peut-être que je ne clique jamais sur OK. Je vais chercher la fonction, je modifie l'élément que je souhaite, et en cliquant uniquement dans l'espace de travail, je peux voir ce qu'il se passe. Donc je peux manipuler et regarder le résultat en direct. Donc c'est une boîte de dialogue qui est quand même assez pratique. Donc là, vous voyez, vous pouvez complètement redimensionner votre pied de poteau. Donc une modélisation intelligente, mais une modélisation aussi pratique pour l'échange. Pourquoi? Parce que si je sélectionne cet élément, je peux définir l'état d'approbation de mon pied de poteau, ainsi que l'état de vérification. Donc cet état de vérification, comment il se configure? Ici, il n'est non calculé. Si je retourne dans le modifier les paramètres de tout à l'heure où j'ai géré le dimensionnement du pied de poteau, je pourrais avoir accès dans les propriétés à la vérification de ce pied de poteau selon
de code, hein, soit l'eurocode EC3, soit le code américain, et je pourrais lui insérer les valeurs de moment éventuellement et lancer une vérification. Donc, tout ceci pour permettre d'aller plus loin dans l'échange entre l'ingénieur calcul et le projeteur. Effectivement, derrière, si vous lancez la vérification, vous pourrez éditer une note de calcul. Donc là, je ne vais pas aller plus loin dans la procédure, ça devient assez spécifique, mais c'est à vous de remplir ensuite ces valeurs de moment et d'extraire les données nécessaires. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté dans le logiciel. Hein. Pour la structure métallique, ça va vraiment automatiser cette procédure. Donc c'est assez intéressant. Ce d'autant plus que vous pouvez exporter ensuite vos modèles de structure métallique sur Advanced, le logiciel de construction métallique en 3D d'Autodesk. Effectivement, vous l'aviez peut-être reconnu pour ceux qui sont des manipulateurs d'Advanced. La petite boîte de dialogue qui m'a permis de dimensionner ce pied de poteau ressemblait très fortement à celle d'Advanced. Donc au niveau de la modélisation, c'est vraiment des nouveautés assez majeures qu'on rencontre ici. Je vais continuer sur les étiquettes qui représentent également une très grosse nouveauté. Pourquoi? Parce que dans les étiquettes, vous avez désormais la possibilité de gérer des formules à l'intérieur même de l'étiquette. Donc, par exemple, imaginons que cette étiquette, qui est une étiquette de poutre, affectée à cette poutre-ci, imaginons que je veuille insérer la notion de poids à l'intérieur de l'étiquette. Je vais tout simplement sélectionner l'étiquette et aller modifier la famille en question. Donc ici, j'ai un libellé, je peux faire modifier le libellé et je vais venir rajouter ce qui s'appelle une valeur calculée grâce au FX. Alors, juste avant de faire cette valeur calculée, il faut que je récupère un paramètre qui est un paramètre partagé. Donc je vais juste aller le chercher parce qu'il n'existe pas de base dans les paramètres disponibles. Donc il a fallu que je crée ce paramètre densité de la masse de façon à pouvoir calculer après mon poids. Maintenant que j'ai le paramètre densité de la masse disponible, je peux utiliser la fonction valeur calculée. Donc il va me demander le nom de ce nouveau paramètre. Donc il va s'appeler poids, ce nouveau libellé, excusez-moi. Le poids va être affecté à la discipline structure et ce sera un paramètre de type masse. Maintenant que j'ai tous ces éléments, je peux gérer la formule. Donc la formule du poids, ça va être la densité de la masse fois le volume de ma poutre. Chercher le volume. OK. Vous avez désormais le poids. Donc ce poids, effectivement, comme tous les paramètres, hein, vous pourrez en modifier l'unité. Ici, si je clique, je ne suis pas obligé d'être en kilogrammes à 2 décimales. Je peux très bien me mettre en tonnes à 0 décimales. Je vais laisser le symbole d'unité. OK. Et si vous êtes trompé, vous avez toujours la possibilité de modifier la valeur, la formule. Donc, une fois que ça, c'est bon pour vous, alors je vais juste rajouter un petit tiret entre les deux éléments de façon à ce qu'on distingue bien les différentes entités. Je vais pouvoir charger ma nouvelle famille dans le projet, écraser la version existante, et là, vous voyez, il m'a calculé le poids de ma poutre. Donc, comment il l'a calculé? Alors, le champ de densité de la masse était un paramètre partagé que j'avais effectivement affecté à ma poutre. Donc, si je descends tout en bas, vous voyez, 2500, j'avais mis, c'était une poutre en béton. Donc, j'avais affecté cette densité de masse et il m'a automatiquement calculé, du coup, le poids de ma poutre. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté au niveau des étiquettes, cette possibilité d'insérer des formules au sein même de l'étiquette. Autre petit point pour les structures qui est intéressant, c'est la possibilité de récupérer l'épaisseur de la dalle. Là, ici, si je sélectionne l'étiquette de dalle et que je fais modifier la famille, je reviens dans l'étiquette de dalle, la famille d'étiquettes de dalle. Donc, je vais juste aller chercher modifier le libellé. Et vous voyez, vous avez épaisseur du porteur, épaisseur par défaut. Donc, vous pourrez bien distinguer pour vos différents sols, votre notion porteuse, si vous avez un fini par-dessus, et les études de l'élévation en haut et études de l'élévation à la base, qui vous permettront de récupérer tout ce qui est NGF. Donc ça, pareil, c'est une nouveauté appliquée aux étiquettes.
qui est assez intéressante et qui permet d'aller plus loin dans la mise en place du modèle, et plus rapidement surtout, de façon plus efficace. Toujours concernant, je vais rester dans ce niveau, autre nouveauté pour aller plus loin dans l'édition de vos plans, la possibilité dans l'onglet Annoter de faire appel à un éditeur de texte qui est plus poussé. Donc là, si je lance la fonction texte, je peux générer un texte, donc peu importe lequel, et je vais pouvoir insérer des puces. Donc, des puces avec plus ou moins de retrait. Donc, vous voyez, si je fais des retours à la ligne, j'ai des textes, j'ai des puces qui se mettent bien en place. Je peux modifier en valeur numérique ou alphanumérique, peu importe, et je peux tout passer en majuscule ou en minuscule assez rapidement. Donc là, l'éditeur de texte est un peu plus poussé, va vous permettre de faire de meilleurs rendus à ce niveau-là. Alors, pour la suite des manipulations, je vais changer de maquette pour passer sur une maquette peut-être un petit peu plus adéquate par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc, elle est un petit peu plus architecturale, hein, cette maquette sur laquelle nous allons travailler. Au niveau de la modélisation, autre point que vous allez, qui va vous soulager, c'est la génération des garde-corps sur des sols inclinés et courbés. Avant, c'est vrai que dans les versions antérieures, c'était quelque chose que Revit avait du mal à gérer, mais avait un petit peu des difficultés. Là, vous allez pouvoir le faire de manière automatique et directement. Donc, je vous montre. La génération du garde-corps ne change pas, hein, c'est celle que vous connaissiez. Donc là, je vais choisir ma trajectoire. Je vais choisir mon note et quand je vais valider, pas de souci, il me génère correctement le garde-corps tant en altimétrique et en suivant la courbe. Donc là, je n'ai plus de problème pour mes garde-corps, c'est automatique et c'est très rapide. Donc, au niveau de la modélisation, un autre petit point également qui peut être confortable, c'est la génération des murs. Parce que maintenant, quand vous allez lancer la génération des murs, comme d'habitude, vous avez votre ligne verte où beaucoup de choses sont paramétrables, et notamment, depuis cette version, l'état de la jonction. Donc ça va vous permettre, dès le début, dès la modélisation, de préciser si vous voulez qu'il y ait effectivement une jonction ou pas entre vos murs. Ça vous évitera de revenir a posteriori pour modifier tous vos murs. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la modélisation, voilà un petit peu globalement les valeurs ajoutées. Vous allez retrouver des valeurs ajoutées également concernant les nomenclatures. Alors ici, nous avons une nomenclature de porte. Alors cette nomenclature de porte, bon, l'auteur de l'appui effectivement n'est pas utile, mais vous avez famille type largeur hauteur. Aujourd'hui, dans les versions antérieures, vous deviez avoir la colonne de largeur, la colonne de hauteur. Désormais, vous pouvez créer un champ qui reprendra les deux variables largeur et hauteur dans un champ général de section, par exemple. Alors, comment faire ceci? Dans l'onglet Champ, ici, pour vos nomenclatures, vous pouvez cliquer sur Modifier et vous avez un nouveau petit icône qui vient d'apparaître et qui s'appelle Combiner des paramètres. Donc, effectivement, c'est cette nouvelle notion qui va vous permettre de combiner deux paramètres existants de façon à créer une troisième colonne. Donc, je vais l'appeler Section, par exemple. Je vais récupérer la hauteur, faire passer, et la largeur. Vous pouvez redéplacer les éléments entre eux, donc là je vais faire monter la largeur, modifier votre séparateur et rajouter également un petit suffixe de façon à ce que ça fasse propre dans votre nomenclature. Donc là, je vais me créer une colonne section de largeur fois hauteur. OK. Pareil, je peux remonter un petit peu mon paramètre pour que ce soit propre. OK. Donc, vous voyez qu'une autre colonne vient d'être créée qui s'appelle section, qui récupère bien mes paramètres largeur et hauteur, moyennant des petits préfixes et suffixes ici, fois et ht. Ce qui signifie que je peux tout à fait m'affranchir des colonnes largeur-hauteur. Comme ceci, je n'ai plus que deux colonnes. J'ai une nomenclature qui est quand même plus légère à manipuler et à lire par la suite. Donc ça, pareil, c'est une nouveauté de cette version. Ce n'est pas la seule concernant les métrés. Dans les métrés, on va aussi trouver la possibilité
de générer des gabarits de vue, des gabarits de nomenclature au même titre que les gabarits de vue pour vos vues en plan et autres. Alors, je vais vous montrer. Ici, si je me crée une nouvelle nomenclature, je vais créer une nouvelle nomenclature de fenêtre. Donc, ici, il va me demander de choisir des champs. Je n'ai pas besoin d'en choisir beaucoup. Juste un, ce sera suffisant. Je vais juste prendre un champ de façon à ce qu'il me génère la nomenclature elle-même. Sinon, il ne va pas me générer la vue de nomenclature elle-même. La suite, je ne m'y suis pas intéressée parce que tout va être régi par le gabarit de nomenclature que je vais mettre en place. Donc, je vais aller le chercher ici dans gabarit de vue aucun. Vous voyez, ici, j'ai fenêtre. Fenêtre, ce gabarit récupère les propriétés champs, filtres et regroupements, mise en forme et apparence qui ont été mises en place. Vous voyez, tout est inclus. OK. À partir de là, il me génère automatiquement ma nomenclature de fenêtre selon le gabarit que je lui ai affecté. Vous remarquerez que c'est exactement le même principe que les gabarits de vue dans les autres vues 2D ou 3D que vous avez pu utiliser. Tous les champs ici sont grisés, vous n'avez plus la main dessus. Votre nomenclature dépend directement du gabarit de vue que vous avez choisi. Donc voilà au niveau des métrés, les grosses nouveautés qui sont sorties dans cette version. Et enfin, je vais finir ce webinaire sur tout ce qui est rendu, parce que là aussi, on a de nouvelles choses qui apparaissent avec la version 2017. Donc, si je me mets dans une vue en élévation sud, au niveau du rendu, je vais pouvoir gérer la profondeur de cette vue en élévation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dans les options d'affichage des graphismes, j'ai désormais la possibilité d'utiliser une fonction qui s'appelle repère de profondeur et qui va me permettre de mettre plus ou moins en trait fort les éléments qui sont au premier plan, des éléments qui sont à l'arrière-plan. Donc là, dans un premier temps, je vais gérer l'étendue de cette profondeur et dans un second temps, le fondu. Quand je vais cliquer sur OK, vous voyez que tout ce qui est le plus éloigné, le plus à l'arrière-plan apparaît dans un gris assez léger, alors que ce qui est au premier plan apparaît en plus foncé. Donc ça, pour vos rendus d'élévation, pour qu'on comprenne bien, pour que ce soit clair pour un interlocuteur, c'est une fonction qui peut être assez utile. Autre point et dernier point, c'est sur les rendus eux-mêmes en vue 3D en mode réaliste. Vous avez ici une vue de cuisine, donc je suis venue sur cette vue qui a quand même été un petit peu déjà détaillée, un petit peu mise en forme. Donc je vais aller utiliser la théière que j'ai ici en bas à gauche. La théière qui me permet toujours de calculer les rendus. Vous remarquerez que le moteur Mental-Ray a disparu. Il a laissé place au Raytracer qui sera celui que vous utiliserez par défaut, qui est un moteur qui va avoir une vitesse de traitement beaucoup plus importante et de meilleurs comportements lumineux. Alors, au-delà de ça, dans le menu déroulant, vous pourrez encore plus personnaliser votre rendu. Donc ici, si je clique sur Modifier, vous aurez le choix de la précision de la lumière et des matériaux, est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt simplifié ou avancé, et de la durée du rendu. Donc la durée du rendu, soit vous raisonnez par passe, donc vous en avez jusqu'à 40 et vous précise que 1 c'est le plus court, 40 le plus long, par durée, donc vous entrerez une valeur en termes de minutes, ou jusqu'à un résultat satisfaisant. Dans ce cas, quand vous allez cliquer sur OK et que vous allez lancer la procédure de rendu, comme c'est le cas ici, qui va arriver, ce sera à vous de lui dire quand vous souhaitez stopper le rendu. Effectivement, il va avancer, il va lancer le rendu et vous cliquerez sur arrêter lorsque le rendu vous paraîtra correct. Donc là, on peut le laisser un petit peu tourner. Alors, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux nouveautés sur Revit. Il en existe d'autres, notamment l'ajout de certains modules. Alors parmi l'ajout des modules intéressants, vous rencontrerez le module Dynamo. Nous faisons justement une petite présentation, un webinar également le 21 juillet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un module qui est de plus en plus en vogue et qui peut être utilisé car c'est une interface de programmation graphique qui présente pas mal d'intérêt. Voilà. Donc là, je vais stopper mon rendu. Vous voyez, c'est que ça fait un résultat qui est quand même assez sympathique. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie de votre attention.